Appréhender les transitions sur un territoire fragmenté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette plénière prospective où il sera question de transition, de clivage et peut-être, soyons fous, de réconciliation. Alors au cours de cette plénière, nous allons aborder toutes sortes de transitions économiques, génétiques, culturelles, environnementales ou encore numériques. Nous allons le faire avec Marie Quinton, adjointe au maire de Tours, présidente de la Fédération des élus des EPL de Centre-Val de Loire et présidente de l'IGERIS, une SEM immobilière en pointe sur les transitions. Nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Barrier, directeur général de SEBL Grand Est et de la SAREM, SPL de l'Eurométropole de Metz. Il est également auteur d'un ouvrage intitulé Réconcilier les territoires. Nous profiterons de son expérience d'aménageur dans la région Grand Est. Mais avant cela, nous avons également ce jour le plaisir d'avoir parmi nous Jérôme Fourquet, auteur de l'Archipel français, co-auteur de La France sous nos yeux, analyste politique et directeur du département Opinion à l'IFOP. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Jérôme Fourquet. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc on va essayer de réfléchir ensemble et de prendre un peu de recul sur les grandes transformations que la société française a connues au cours des dernières décennies, et transformations et métamorphoses qui se sont encore accélérées à l'occasion de la dernière crise importante que le pays a traversée, qui est la crise Covid. Comme je suis là devant des élus, des entrepreneurs qui ont un lien fort avec le territoire, on va commencer ce passage en revue des transformations profondes du pays en s'intéressant à ce qui s'est passé au plan économique au cours des dernières décennies, en gros depuis les années 80 à nos jours, parce que ces évolutions économiques ont été tout à fait structurelles et ont entraîné énormément de conséquences directes et indirectes. Ce basculement, en fait, intervenu depuis les années 80, a été opéré et a produit un passage d'une économie qui était organisée encore jusqu'à cette époque-là autour de la production, donc c'était l'industrie, l'agriculture, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme aujourd'hui principalement autour de la consommation, du tourisme, des loisirs et de l'économie résidentielle. Et tout ça, bien évidemment, a des conséquences en cascade sur les métiers qui sont exercés, l'aménagement du territoire, nos paysages, nos imaginaires, et c'est une transformation très très profonde. Alors bien sûr, on pourrait se dire que la désindustrialisation n'a pas commencé dans les années 80, et c'est tout à fait exact. La métallurgie en Lorraine, la construction navale sur nos côtes, l'activité, les charbonnages et le textile dans le Nord-Pas-de-Calais, tout ça nous ramène aux années 70. Mais en fait, ce processus qui a été enclenché à ce moment-là ne s'est jamais arrêté depuis. Si on prend uniquement comme borne temporelle l'année 2008, 2008 c'est la dernière grande crise économique que la France a connue, la France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés depuis 2008. Aucune région n'a été épargnée, toutes les filières ont été touchées. Quand une usine ferme, vous le savez bien, c'est souvent dans des endroits de ce qu'on appelle la France périphérique, petites villes, sous-préfectures, préfectures, vallées, chefs-lieux de canton. Et donc quand l'usine ferme, c'est les emplois directs qui disparaissent, les emplois directs qui tournaient autour. Mais c'est bien plus que cela. Une usine, c'était souvent la fierté du territoire, donner une identité à ce territoire. On fabriquait ici de la chaussure, là des plaques en métal, ici de la chimie, etc. etc. C'était aussi des fiertés familiales. On travaillait, il y avait des dynasties qui s'étaient créées familiales qui s'étaient créées dans ces usines. Et donc quand tout ça s'effondre, eh bien, il y a un grand vide. Et souvent, à la suite de cela, la grande surface du coin le dispute à l'hôpital public pour savoir qui est le premier employeur local. Donc vous voyez que ça crée énormément de choses. Un grand géographe qui s'appelait Armand Frémont, qui a travaillé sur cette organisation de notre territoire, disait que ces villes ouvrières industrielles étaient organisées autour d'un triptyque. Il y avait l'usine, à côté la cité ouvrière qui avait été construite
par l'entreprise ou le patron pour loger les ouvriers. Les mauvaises langues disent également pour les contrôler. Et puis, il y avait un troisième pan de ce triangle, c'était le stade. Le rugby au sud, le foot au nord, qui était souvent sponsorisé par l'usine. On portait les couleurs avec fierté de cette usine. Donc, on a en tête le stade de rugby de Clermont-Ferrand au pied des usines Michelin. Idem pour le stade de foot de Sochaux, à côté de PSA, etc. etc. Et donc, quand alors encore ceux-là, ils sont encore en activité, mais quand l'usine ferme, donc en fait, c'est tout un monde qui s'est effondré. Le deuxième pilier de l'économie productive, c'est où c'était l'agriculture. Là aussi, l'exode rural, la mécanisation, le remembrement, tout ça, ça commence il y a très longtemps en France, dans les années 50-60. Mais le phénomène a atteint aujourd'hui des proportions tout à fait spectaculaires. Et les faits sont têtus. Si vous prenez le recensement de 1988, donc c'est il y a 34 ans, il y a encore 1 million d'exploitations agricoles en France, en 1988. Aujourd'hui, il nous en reste 380 000. Donc on a perdu 2/3 de l'effectif en 34 ans. C'est le plus grand plan social silencieux de l'histoire française contemporaine. Alors ça a été souvent moins douloureux que dans l'industrie, puisque c'est au moment du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a fermé ses portes et souvent le voisin a repris une partie des terres, ce qui fait que quand on se promène en France, on a le sentiment qu'on reste un pays à dominante agricole. Nos paysages n'ont pas énormément bougé, nos paysages ruraux, sauf que la sociologie a énormément évolué. Très concrètement, jusqu'à la fin des années 80, dans toute cette France rurale, eh bien, dans les communes concernées, les agriculteurs et leurs familles représentent encore à peu près 30 à 35% de la population locale. Donc ils sont déjà minoritaires, mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage, on ne peut rien faire sans vous. Et c'est souvent d'ailleurs un des vôtres qui est le maire de la commune. Et donc c'est eux qui donnent le là, et la nature de ces communes, la vocation de ces communes demeure encore à l'époque agricole. Aujourd'hui, y compris dans ces territoires, sauf exception, les agriculteurs et leurs familles représentent au mieux 10% de la population locale. Et donc c'est plus eux qui donnent le là. Et l'identité de ces communes a muté. Dans les endroits où on a un potentiel touristique, on est devenu des communes à vocation touristique. Et puis ailleurs, je raccourcis et je caricature, on est devenu des villages dortoirs qui hébergent les gilets jaunes qui vont travailler dans la grande ville la plus proche. Donc vous voyez, toutes ces transformations ont été très profondes et ont eu des conséquences en cascade. Bien évidemment et heureusement, notre économie n'est pas restée en berne et à l'arrêt durant toute cette période. Et il y a d'autres moteurs économiques qui se sont renforcés et qui ont considérablement augmenté leur puissance pour quelque part prendre le relais du déclin de ces activités productives. On l'a dit en introduction, nous sommes désormais dans une société qui tourne autour essentiellement de la consommation, peut-être même de l'hyperconsommation. Et il y a un secteur qui a organisé tout cela et qui était tout à fait moteur dans cette transformation, c'est le secteur de la grande distribution. Là encore, l'histoire ne commence pas dans les années 80. Si on se réfère à la saga de la famille Leclerc en Bretagne, le père commence ses activités au milieu des années 50. Sauf que là encore, c'est à partir des années 80 qu'on passe la surmultiplier. Si vous prenez un groupe comme Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins en France. Ils en ont aujourd'hui 1850. Pendant la décennie la plus active du déploiement, 80-90, ils sont passés de 300 magasins à 1350 en 10 ans. Vous qui êtes des aménageurs, je vous laisse méditer. Le rythme de déploiement, c'était 2 magasins par semaine pendant 10 ans de temps. Voilà. Et donc, eux et leurs concurrents ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. On s'est réparti le territoire. Certains groupes ont préempté les grandes villes, les grandes métropoles, et des groupes comme Intermarché, Système U ou d'autres se sont plutôt concentrés sur les villes moyennes. Aujourd'hui, il n'y a pas un chef-lieu de canton qui se respecte, qui n'a pas sa grande surface. Et donc, le territoire est complètement maillé. Il y a donc des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés, mais vous le savez bien, vous qui êtes ancrés dans les territoires, on a reconfiguré aussi l'aménagement de l'espace avec l'émergence de ces grandes surfaces, puisque à côté de la grande surface sont venues se greffer toutes les boutiques de franchise
pour donner, puis les magasins et les activités de loisirs. Donc, dans les grandes villes, les multiplex. Il y avait deux multiplex en 1993 en France, on en a 230 aujourd'hui. Les bowling, les laser games, les pizzerias, les burgers, etc. etc. Et donc, on a donné naissance à un élément paysager tout à fait typique de notre France contemporaine que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, d'entrée ou de sortie de ville. Il y en a absolument partout aujourd'hui en France. Si on prend un peu de recul, on peut considérer que ces zones commerciales de périphérie sont aujourd'hui le cœur battant de notre société. Vous voyez qu'elles ont dévitalisé, dans beaucoup de cas, l'activité commerciale dans les centres-bourgs ou dans les centres-villes, d'où le programme Action Cœur de Ville. C'est là que, on l'a dit, des dizaines de milliers de salariés travaillent. C'est là où des millions de Français consomment. C'est là aussi où on va se divertir. On va manger une glace pendant qu'on fait les courses. On va regarder un film au cinéma, emmener les gamins en karting. Et c'est là aussi où on se fait entendre et on manifeste. La crise des Gilets jaunes a eu comme théâtre ces zones commerciales de périphérie. On ne se donnait pas rendez-vous pour partir en manifestation boulevard Jean Jaurès ou place de la République, mais sur le rond-point du McDo ou le carrefour du Décathlon, le parking du Décathlon. Donc on a cette transformation très profonde qui, bien évidemment, induit énormément de choses. Cette société de la consommation donc, a été organisée par la grande distribution, mais il y a une nouvelle étape dans ce tout-consommation qui existe, qui s'est déployée depuis les années 2000 à l'occasion de la digitalisation de nos vies et de notre société. C'est tout ce qui tourne autour du e-commerce. Le e-commerce, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires en France en 2005, c'est 112 milliards en 2020. Vous voyez la courbe de progression qui est colossale et la crise Covid n'a fait qu'accélérer le phénomène. Tout ça a des conséquences très profondes parce qu'il s'agisse de la vente dans des supermarchés ou des hyper, donc la vente sur point fixe ou du e-commerce, il a fallu qu'un autre secteur se développe considérablement durant toute cette période, c'est le secteur de la logistique. Parce qu'il faut desservir d'une part les points de vente, on fabrique plus beaucoup en France, mais on consomme énormément, donc il faut acheminer les marchandises, soit sur les points de vente et de plus en plus chez les clients avec la livraison à domicile. Tout ça l'a aussi transformé en profondeur nos territoires avec l'apparition de ces entrepôts logistiques. Vous savez, ces grandes boîtes à chaussures métalliques qu'on trouve en général au deuxième rond-point après le rond-point du Super U, en direction de la bretelle d'accès à l'autoroute. Ce que dans le jargon on appelle les EPL, entrepôts et plateformes logistiques. Il y en a 4500 de plus de 5000 m² en France. Autant la France industrielle était organisée autour du rail, puisqu'on était sur du transport de matériaux lourds, et donc tout ça passait par le chemin de fer, autant cette économie de la conso et de la logistique, elle est irriguée aujourd'hui par le bitume, par l'autoroute. Le camion a remplacé le rail. Vous avez aujourd'hui en France, dans cette France d'après la métamorphose, 400 000 chauffeurs routiers, c'est-à-dire qu'on a plus de chauffeurs poids lourds aujourd'hui en France que d'agriculteurs. Donc ça vous dit le poids de cette économie de la logistique. Les derniers développements sont tout à fait saisissants, les derniers développements du e-commerce, avec l'apparition en bon français des dark stores, vous savez, ces magasins qui servent uniquement à la préparation de commandes, les dark kitchens, les restaurants qui ne servent que à préparer les plats qui vont être livrés à domicile. Et on aurait tort de penser que tout ça n'est que l'apanage des grandes métropoles, et je vais très vite, une espèce de mode pour les bobos urbains. Dans une ville comme Châteauroux, on recense 70 livreurs de Deliveroo, par exemple. Et donc ça, c'est devant nous, en termes de changement de mode de vie. Et tout ça pose bien évidemment aux aménageurs que vous êtes toute une série de questions sur comment on revitalise et on maintient des centres-villes, quid de l'étalement urbain, on y reviendra, et comment aussi on prend en compte l'émergence de tous ces métiers, de toutes ces nouvelles contraintes. Donc vous voyez que le pays avait déjà, avant la crise Covid, énormément changé, mais la crise Covid est passée par là et a engendrer de nouvelles transformations, soit des choses qui sont radicalement nouvelles,
soit des tendances qui étaient déjà préexistantes et qui ont été accélérées. Parmi ce qui est radicalement nouveau, c'est le surgissement du télétravail. Au pic de la pandémie, on a eu jusqu'à 35% de la population qui était en télétravail, 30% de la population active. Aujourd'hui, on est redescendu. D'après les chiffres de l'IFOP, on est à peu près à 25% des salariés français qui télétravaillent à hauteur de 2 à 3 jours par semaine. Alors, c'est à la fois énorme, parce qu'on partait de quasiment 0 ou 1 ou 2%. Et en même temps, n'oublions jamais, mais je pense que vous le savez de par la nature des activités qui sont les vôtres, que le télétravail ne s'applique pas à tout le monde et qu'on aura toujours une grande partie de la population active qui sera dans des emplois qui sont non télétravaillables. Une fois qu'on a dit ça, le fait qu'on en ait quand même 25%, c'est quand même colossal. Quand on interroge ce qu'on fait à l'IFOP, ces salariés qui sont en télétravail, aujourd'hui, 85% d'entre eux se disent satisfaits de cette nouvelle façon de fonctionner. Toute une partie des employeurs, notamment dans des grandes entreprises tertiaires, typiquement dans les grandes métropoles, ont constaté de manière un peu étonnée et rassurée que lors du premier confinement, qui était le plus brutal et le plus violent, tous leurs salariés, par la force des choses, ont été mis en télétravail, sans qu'on ait forcément préparé les choses. Et, comme on dit dans le jargon, pourtant on a continué de délivrer, on a continué de servir les clients, etc. Et donc, dans ces directions d'entreprise où on regarde souvent d'abord le tableau Excel des coûts et dépenses, et on a une vision actionnariat oblige qui est quand même rivée sur le court terme, le trimestre. On s'est dit, si ça fonctionne comme ça, c'est quand même pas mal, parce qu'on pourrait peut-être économiser une ligne en bas de tableau qui s'appelle loyer, immobilisation immobilière. Et donc on a rendu des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés de surface de bureaux, et on passe allègrement au flex office dans ces entreprises. Je pense que l'histoire n'est pas finie et qu'on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences de cela. Parce que si les entreprises concernées ont pu délivrer pendant la première période du Covid, c'est parce qu'en fait, on a fonctionné en mode dégradé et qu'on a bénéficié de toute l'inertie qui avait été emmagasinée préalablement en présentiel. Les équipes se connaissaient par cœur, on connaissait les process, les projets étaient initiés. Et donc, c'est une chose de travailler pendant 2 ou 3 mois en télétravail, période de crise, on bouche les trous. C'en est une autre de fonctionner au long cours sur ce mode-là. Comment va-t-on maintenir des cohésions dans les équipes? Comment on intègre les nouveaux? Tout ça pose énormément de questions, avec une menace qui est que l'entreprise, où le télétravail sera énormément pratiqué, se transforme en espèce de hub où viendraient se greffer des freelances, et on n'est plus dans des équipes, on est sur un travail à la tâche. Voilà. Si on a dit tout à l'heure que 85% des salariés qui étaient en télétravail à plus de 2 jours par semaine étaient satisfaits, puisqu'ils peuvent s'organiser, pour toute une partie d'entre eux, il y a des délais de trajet qui sont économisés, donc c'est de la fatigue en moins, du temps en plus gagné pour soi. À l'heure où les carburants augmentent, c'est aussi des économies. Pour autant, on voit aussi apparaître les questions de risques psychosociaux, puisque le bureau, ce n'est pas uniquement le lieu de travail, c'est un lieu de socialisation. Et quand des gens ne vont pas bien, on a les managers, les représentants du personnel, les collègues qui peuvent tirer la sonnette d'alarme. Là, quand vous êtes tout seul devant votre écran 3 jours par semaine, les choses peuvent parfois se dégrader. Alors, tout ça ouvre un certain nombre de perspectives, notamment sur des réflexions autour de tiers-lieux ou d'espaces de coworking qui pourraient être créés notamment dans les centres-villes ou dans certains quartiers ou dans des cœurs de village, et qui seraient une espèce de compromis. Disons, les gens ne veulent pas forcément retourner pleinement sur leur lieu de travail habituel, mais au bout d'un moment, ils vont avoir fait le tour de travailler tout seul, tout le temps à la maison. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer des formules hybrides où on aurait de la sociabilisation avec des salariés d'autres entreprises, mais on pourrait retisser aussi du lien dans nos territoires, parce que
je veux dire, la proximité, elle serait plus sur la base d'une même appartenance à une entreprise, mais un même territoire. On est dans des boîtes différentes, mais on va travailler dans le même espace de coworking. Donc ça, il faut regarder ce qui peut se développer. Nous, on est à peu près convaincus qu'il va y avoir une demande. Et encore une fois, je vous donne le volume, 25% des salariés à 2 à 3 jours par semaine, ce qui est beaucoup. Cette crise du Covid a aussi accéléré un certain nombre de tendances autour de la question du rapport au travail de nos concitoyens. C'est pas que les Français se désintéressent de leur travail, mais ce que l'on constate, c'est que le travail a perdu de sa centralité dans la vie de nos compatriotes. On peut étayer ça avec des chiffres de l'IFOP. En 1990, donc il y a 32 ans, on interroge les Français en leur demandant est-ce que tel et tel élément est assez peu ou pas du tout important dans votre vie ? La famille, les amis, les loisirs, le travail, la religion. À l'époque, 60% des Français nous disent le travail, c'est très important dans ma vie. On a reposé il y a quelques semaines la même question, on est tombé à 24%. Donc on a perdu 36%. Et les loisirs, en termes d'intensité d'importance, sont désormais devant le travail. Donc ça dit énormément de choses. Vous qui êtes manager et dirigeant d'entreprise, en termes de représentation, pour vos collaborateurs, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. C'est comme ça qu'on voit la semaine. Si vous aviez des doutes, je vous précise comment ça marche maintenant. Donc ce n'est pas qu'ils se désintéressent de leur travail, c'est qu'on est dans cette société où le travail a aujourd'hui une place moindre. J'ai parlé tout à l'heure du passage à cette économie de la consommation. C'est aussi une économie des loisirs et du tourisme. On a une saison touristique record en France. Il y a certes pratiquement 100 millions de touristes étrangers qui sont venus nous rendre visite, mais on est très fort aussi sur le plan des voyages intérieurs, des vacances en France. Dans le département voisin du Loir-et-Cher, vous avez une locomotive économique aujourd'hui de première importance qui s'appelle le Zooparc de Beauval, 850 salariés, ils vont faire 1 900 000 entrées cette année. Et donc, c'est le principal employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes. Donc, on retombe sur la question de la désindustrialisation. Et donc, vous voyez que cette place du travail, aujourd'hui, elle est de plus en plus relativisée. Le Covid est passé par là. Dans certaines filières, je pense notamment à l'hôtellerie-restauration, beaucoup de salariés, quasiment tous, ont goûté une autre vie. Ils ont eu leur week-end avec leurs enfants, leur famille, ils ont eu leur soirée. Et au moment de reprendre le collier, ils se disent mais pourquoi on devrait faire ça ? Dans cette société de la consommation et du tourisme et des loisirs, si on devait résumer d'une formule, on dirait que tout le monde veut aller en terrasse, mais plus grand monde ne veut servir en terrasse. C'est ça la réalité du phénomène. Et donc il faut s'interroger sur comment on va négocier ce grand virage. Autre tendance qui a été accélérée par la crise du Covid, et là je sors d'univers, des tendances en termes de consommation, avec un très fort engouement pour tout ce qui est le circuit court, produit de nos régions, produit de notre territoire, qui a véritablement le vent en poupe. Alors c'était déjà vrai avant le Covid, mais ça s'est accentué depuis. Pour quelles raisons ? On s'est dit qu'il pouvait y avoir des pénuries. C'est bien en termes de souveraineté et d'indépendance si on se fournit d'abord chez nous, en termes d'équilibre écologique également, et avec des éléments intéressants. Vous voyez que la filière du bio, par exemple, aujourd'hui est en, si ce n'est difficulté, elle a arrêté de croître, elle est même en léger déclin. Alors il y a à la fois une question de pouvoir d'achat, c'est plus cher qu'ailleurs, et donc au moment où les prix s'envolent, ça peut freiner. Mais il y a aussi toute une partie des consommateurs qui, sur le plan d'une consommation un peu vertueuse ou éthique, se sont interrogés sur le bio. Typiquement, les haricots verts du Kenya, bio, bon, le bilan carbone, c'est pas terrible. Peut-être qu'il vaut mieux des haricots verts du maraîcher du coin, même s'il a un peu traité dessus. Pour la planète, on s'en portera peut-être un peu mieux. Et donc, là aussi, pour le secteur d'activité que vous représentez, il y a
je pense, de formidables opportunités sur l'organisation des filières de circuits courts, économie circulaire, approvisionnement local. Il y a quelques années, on a remis au goût du jour le Made in France, mais là, aujourd'hui, quand je reviens à ma grande distribution, ou parler avec des patrons de la grande distillerie, ils vous disent que les rayons produits de nos régions font un véritable tabac. Et donc, il y a sans doute des pistes à réfléchir sur comment on peut structurer, organiser, mettre en relation ces territoires. On a parlé d'une société qui était fracturée. Depuis les travaux de Christophe Guilluy sur la France périphérique, s'est imposée cette vision de la France des métropoles versus les territoires périphériques. Eh bien, avec cette question des circuits courts, on peut peut-être retisser des liens ou des ponts entre, j'allais dire, l'arrière-pays des métropoles et puis ces grandes métropoles, en disant, pour vous approvisionner, pour recycler toute une série d'éléments, eh bien nous, on a notre carte à jouer. Ces territoires auront aussi une carte à jouer dans le cadre d'un autre défi qui est majeur, qui est celui de la transition écologique, sur comment on décarbone notre mode de fonctionnement. Alors, très clairement, pour des entreprises comme les vôtres, la réflexion sur la montée en puissance des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la biomasse, les biogaz ou autres. Il y a quand même toute une réflexion, le président de la République en a parlé, mais on en parle souvent, on le fait plus rarement, sur comment on simplifie les procédures pour implanter ce type d'installation. On est les champions du monde sur la longueur des délais. Comment on fait accepter ça aux populations, avec sans doute des réflexions à avoir sur qu'est-ce que j'y gagne si nous, dans notre commune, on accepte un parc éolien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des retombées en termes de coût de l'électricité, par exemple, parce que ça ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts. Attention aussi aux fausses bonnes idées. Quand on fait des enquêtes, on voit que ces énergies renouvelables ont une très bonne image dans l'opinion. En termes d'acceptabilité dans son environnement, bon, vous avez en tête ce qui se passe avec les éoliennes. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui suscite beaucoup d'engouement du grand public, c'est le photovoltaïque. Sauf qu'il y a un petit décalage, c'est que dans l'opinion, le photovoltaïque, pour l'instant, c'est juste les panneaux solaires qu'on met sur la grange de l'agriculteur d'à côté. Or, pour tenir les objectifs qui sont les nôtres, c'est le paysage qui va s'en trouver impacté, puisque c'est des champs entiers qu'il va falloir équiper. Et donc là, attention aussi à la levée de boucliers, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément conscience. Donc comment on fait tout ça ? C'est à réfléchir, et donc il y a sans doute à envisager des questions de contrepartie aux riverains ou aux territoires qui accueillent ces éléments. Je voudrais, comme on parle d'environnement et de transition écologique, aussi souligner deux autres enjeux. Il y en a un qui est bien connu, et bien identifié, qui consiste à dire, bon, les Français ne sont pas opposés à la transition écologique, mais il va falloir qu'on accompagne les ménages les plus modestes dans l'accomplissement de cette bifurcation. Typiquement, passer d'un véhicule classique à un véhicule électrique, c'est un coût. Et comment on aide ces populations à faire ça ? Je parlais du bio tout à l'heure, on pourrait parler de l'isolation des logements. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on réfléchit déjà depuis un moment. Bon, mais il y a un deuxième verrou auquel on ne s'est pas du tout attaqué et qui est très très solide et très très costaud. C'est un verrou qui est culturel, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nous sommes depuis plusieurs générations baignés dans une société de l'hyperconsommation. Et si la société française est consciente très majoritairement de la réalité du réchauffement climatique, on est en même temps très attaché majoritairement à cette société de l'hyperconsommation. Et donc c'est comment on arrive à désintoxiquer, entre guillemets, toute une partie de la population. Le président de la République nous a parlé de la fin de l'abondance. Bon, il y a toute une partie de nos concitoyens qui, eux, considèrent qu'ils n'y ont jamais eu droit, et donc au moment où ils pourraient peut-être y accéder, on va fermer la porte. Bon.
Comme d'habitude, c'est ceux qui sont déjà dans la place qui ferment la porte derrière les autres, donc c'est un petit sujet. Et regardez ce qui se passe, typiquement en termes d'aménagement du territoire, quand une précédente ministre du Logement, Madame Wargon, pour ne pas la citer, avait indiqué que le modèle de maison individuelle avec jardin était une impasse écologique, on artificialise, économique et sociale. Je fais vite. On fabrique du gilet jaune, puisque pour avoir la maison avec jardin, vu ce que je gagne, il faut que j'aille m'installer à 30 ou 40 km de Tours. Et donc, je suis rattrapé par la patrouille dès que le prix de l'essence ou du gasoil augmente. Le constat était assez valide, sauf qu'on avait deux difficultés. La première, c'est quand on regarde les chiffres de l'IFOP ou d'autres instituts, la maison individuelle avec jardin, c'est juste le rêve de 75% de Français. Ce rêve français, il a encore été accentué par la crise Covid et la canicule. On se dit, c'est quand même plus sympa si on a une maison avec jardin. Et donc, comment on fait? Et donc, je pense, moi, que le zéro artificialisation, à terme, il va craquer dans des territoires entiers parce qu'il y aura une pression sociale qui sera trop forte. Et puis, il y a une deuxième, j'allais dire, limite ou objection à ce que disait la ministre. Là aussi, elle était un peu prisonnière d'images un peu déjà datées. La maison avec jardin individuelle, maison Phoenix ou autre, tout ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle dans notre livre l'idéal plaza majoritaire, alors ce n'est pas en hommage au Plaza Athénée, mais à l'agent immobilier préféré des Français, le modèle plaza majoritaire, c'est maison jardin plus piscine. Vous avez 3 millions de piscines individuelles en France. On est le deuxième pays au monde après les États-Unis. On a eu la crise climatique qui a frappé à nos portes cet été. Toute une partie de nos compatriotes vertueux en ont tiré la conclusion qu'il fallait accélérer très vite la bifurcation de notre société, qu'eux-mêmes, il fallait qu'ils soient encore plus vertueux en termes d'attitude individuelle. Et puis il y a toute une autre partie de la population qui a tiré une autre conclusion très opérationnelle, c'est que si les canicules se multiplient, ce serait bien qu'on ait une piscine quand même. On a inventé un mot dans l'univers de l'immobilier, un néologisme. Quand vous achetez un terrain, une maison, on vous dit « est-ce que votre terrain est piscinable ?» ou s'il n'est pas. Alors s'il ne l'est pas ou si vous n'avez pas les moyens, ne vous inquiétez pas, il y a une autre extension aquatique possible au modèle Plaza, c'est le spa ou le jacuzzi, qui se vendent par dizaines de milliers d'unités tous les week-ends dans tous les Brico Dépôt, Casto, Leroy Merlin de France et de Navarre. C'est ce qu'un sociologue appelle la civilisation du cocon. Péril climatique, insécurité, inégalité. Et donc on se referme sur sa bulle individuelle qui est équipée de tout confort. Puisque à côté du spa ou du jacuzzi, vous avez la cuisine d'extérieur, le barbecue, le trampoline avec l'inénarrable filet de protection. Blague à part, le trampoline comme la piscine, tout ça avant faisait partie des équipements collectifs. On allait à la piscine municipale ou à l'aire de jeu du quartier ou du village. Aujourd'hui, c'est à la maison, comme ça, nos enfants vont moins se fatiguer. Et accessoirement, on peut aussi regarder avec qui ils jouent. Et c'est nous qui décidons. Bon. Et donc, on a cette bulle protectrice qui se développe. Et donc, il y a un véritable enjeu aujourd'hui à prendre en compte dans les réflexions sur la transition écologique. Les Français sont conscients de cette réalité du dérèglement, mais ils ne sont pas forcément prêts à renoncer à tout ce qui a fait leur mode de vie. Je prendrai un dernier exemple sur ce plan. Vous voyez le succès d'une plateforme de revente de vêtements comme Vinted. Millions et des millions d'utilisatrices en France. Et on dit, bon, ben, là, c'est une illustration très concrète et très positive de une forme de sobriété. On revisite la seconde main, on donne une vie plus longue aux produits, aux vêtements. Donc tout ça est vrai. Sauf que quand vous regardez où passe l'argent qui est collecté par les vendeuses,
à 70%, ça part dans l'achat de neuf. Et le slogan de Vinted, c'est « optimiser votre dressing ». Donc Vinted, c'est la plus grande école de commerce populaire de France. Ils ont transformé nos concitoyennes en une armada de vendeuses qui savent bien prendre les photos, packager les choses, etc., etc. Donc certes, il y a la seconde main, mais vous voyez bien que le rapport au neuf demeure encore très ancré dans nos esprits. C'est notamment le cas dans les jeunes générations qui sont les plus traversées par ce paradoxe. C'est-à-dire que ce sont elles, d'après nos enquêtes, ce qu'on appelle la génération climat, qui sont les plus sensibles à la question écologique. Mais comme c'est les dernières arrivées sur le marché, si je puis dire, ce sont elles qui ont le plus grandi dans cet univers de l'hyperconsommation. Et donc c'est comment on arrive à arbitrer tout cela sans, en plus, il y a un écueil à éviter absolument, c'est le côté surplombant et donneur de leçons de la part de ceux qui sont déjà très équipés et qui vont faire la leçon aux autres. Je donne un exemple. Vous vous souvenez de cette jeune Suédoise Greta Thunberg qui a popularisé un terme qui est imprononçable en français, qui s'appelle le Flixclam, la honte de prendre l'avion. Et donc, on a dans les milieux favorisés, en France et en Europe, bien cette tendance qui se développe. Mais on est dans des familles qui le prennent 7 à 8 fois par an, l'avion. Et donc, ils se disent, bon, voilà, pour le week-end de Pâques, Barcelone, bon, on va peut-être pas y aller en avion. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Et donc, ces gens-là, doctement, expliquent aux familles de gilets jaunes qui économisent toute l'année péniblement pour s'offrir la semaine all-inclusive à Djerba à 500 €, que c'est des beaufs et des ringards et qui n'ont aucune conscience écologique. Et donc là, il n'y a pas besoin d'être à l'IFOP pour savoir que ça va très mal se passer. Et donc, il faut faire attention dans la façon dont on aborde ce type de problème. Donc voilà un petit peu un certain nombre d'éléments que je voulais partager avec vous. Il y aura peut-être aussi ensuite à discuter autour d'une autre transition qui est comment on gère phénomène inexorable, c'est la démographie qui parle, c'est le vieillissement de la population, avec la question notamment des déserts médicaux, mais pas seulement. Et là aussi, sans doute, toute une opportunité de réflexion pour le secteur dynamique que vous représentez. Merci de votre attention. Merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. Merci beaucoup Jérôme Fourquet. Deux questions avant de passer à la table ronde. À vous entendre, on a tous compris que la France avait l'air irréconciliable dans son histoire, ses territoires, sa politique, ses habitants. Est-ce que chacun est appelé à suivre son propre chemin ? Est-ce que c'est ça finalement ce qui nous attend ? Alors c'est pas une fatalité. Et sans flagornerie, le secteur et la démarche qui est la vôtre montre que dans une société qui est très fragmentée, quelque chose qui peut faire du commun, c'est le territoire et la proximité. En disant, on ne va plus vous raconter la messe, mais comment, à notre échelle, à notre niveau, dans nos territoires, typiquement sur l'économie circulaire, sur les transports, sur l'aménagement du territoire, comment on peut fédérer des gens d'horizons divers autour d'un projet d'amélioration du cadre de vie, de la vie en commun. Donc je pense que on voit que les grands récits mobilisateurs sont en crise et que c'est pas évident à recréer comme ça d'un claquement de doigts, que en attendant, il faut tout faire pour conforter ces liens locaux et dynamiser le plus possible ces échanges et ces formes, j'allais dire, d'auto-organisation au niveau local. Comment justement on peut éviter ces clivages et leur accentuation ? Ça passe par le territoire, vous pensez ? C'est un des éléments où on peut le plus facilement démontrer le vieil adage « l'union fait la force », en disant voilà, si on fédère tout ça, c'est du bonus pour tout le monde, ça a du sens. Il y a beaucoup d'élus dans cette salle, donc je pense que vous avez été marqués par les taux d'abstention stratosphériques qu'on observe aux élections, sauf l'élection présidentielle. Il y a une très forte défiance, bon, ça a été dit 1000 fois, mais je pense qu'un des éléments qui explique aussi l'abstention, c'est la crise du résultat. En disant, il y a un candidat en 1980 qui disait changer la vie, et donc c'est est-ce que le politique, si ce n'est changer la vie, il peut améliorer quelque chose dans mon pays, mais déjà à proximité,
Xavier Bertrand dit il faut être à portée d'engueulade ou à portée de baffe. Mais là aussi, c'est est-ce que concrètement, on peut démontrer, pour commencer à casser ce scepticisme et cette défiance, qu'on peut faire des choses. Et je pense que la maille locale est un bon échelon pour se livrer à cet exercice démocratique et civique. En disant, regardez, là on fait des choses, vous n'êtes pas obligé de nous croire là-haut, mais là, et petit à petit, on peut retisser des liens de confiance. Et donc ça prend du temps. Mais des secteurs comme le vôtre, le secteur associatif ou autre, montrent qu'il y a de très belles choses et de très belles initiatives. J'étais hier soir à Blois dans le cadre du festival d'histoire. Donc c'est organisé, avec le soutien de la collectivité locale bien évidemment et de beaucoup de partenaires, mais c'est organisé sur base bénévole. Ils font venir 50 000 personnes sur 3-4 jours pour parler d'histoire et écouter des conférences. Et donc je me dis que dans un pays qui est quand même encore capable de faire ça, tout n'est pas foutu et que les territoires notamment recèlent en leur sein beaucoup d'énergie. Et encore une fois, il faut faire sauter les carcans, les verrous administratifs, et puis progressivement essayer de, par la preuve et le résultat, embarquer progressivement nos concitoyens dans cette démarche collective. Parce que sinon, c'est vrai que la pente naturelle, c'est plutôt le cocon. Et le modèle des EPL va justement aider à tout ça. Allez, on va inviter Marie Quinton et Jérôme Barrier à nous rejoindre pour cette table ronde. Merci beaucoup. On a beaucoup de sujets à aborder. Installez-vous. Je vous propose qu'on commence, si vous voulez bien, par le territoire, l'urbanisation, l'habitat. Alors, on a compris clivage, besoin, réalité, anticipation. Marie Quinton, comment on fait aujourd'hui quand on a toutes ces données-là avec finalement deux impératifs qui sont le temps et l'espace? Peut-être en mots d'introduction et sur mon expérience d'élu. Donc, Jérôme Fourquet a parlé de ces moments, crise des gilets jaunes, crise sanitaire. Et ça, dans notre quotidien d'élu, moi je ne suis pas élue depuis longtemps, j'étais prof de lettres classiques, on se retrouve dans une très jeune équipe. On fait toute une campagne municipale sur le thème moins de biens, plus de liens. Et on se retrouve avec la crise sanitaire et nos 2 premières années de mandat. Avec des masques, à faire du télétravail, nous aussi élus, c'est-à-dire des journées entières de réunions en visio, avec Zoom, avec Webex, avec tous ces outils-là. Et dans l'exercice d'un mandat municipal, dans ce qu'est le quotidien et la compréhension des aspirations des gens et de ce qu'ils veulent qu'on défende politiquement, tout ça a été aussi remis à plat. Et c'est un élément important en introduction à dire. Alors ensuite, dans notre programme municipal, on a effectivement ces questions-là qui se sont posées d'aménagement. Tours, c'est une ville de 135 000 habitants. Et on pourrait se dire, par rapport à une zone rurale, les problématiques sont très différentes. Et pourtant, on parlait de la question du commerce. Les gens n'ont jamais autant voulu de petits commerces, même s'ils ont des comportements qui sont paradoxaux, avec une large fréquentation des zones commerciales. Ces petits commerces ferment. Et on a des quartiers entiers de Tours, 8 000 habitants, 9 000 habitants, qui n'ont plus de postes, qui ont plus de petits commerces. Qui vont avoir aussi plein de services publics en fait qui ferment. Et face à cette question-là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut revenir à ce qu'on appelle une ville des courts chemins. J'ai vu ma collègue Cathy Savouret, l'adjointe à l'urbanisme, qui était présente dans la salle. Ville des courts chemins, c'est-à-dire comment on repense les quartiers avec l'accès à ces commerces de proximité et en nombre suffisant pour que les gens puissent faire leurs courses et vraiment changer leurs pratiques. Comment on remet aussi de l'offre médicale, parce qu'on a eu aussi des fermetures de médecins. Et pour ça, on utilise des outils qui sont ceux des EPL et d'autres outils. Je vous donne un exemple dans le domaine de la santé. La région Centre-Val de Loire a mis en place un GIP pro-santé à destination des zones rurales. Et nous, on a dû mobiliser cet outil pour répondre à la pénurie de médecins dans un quartier comme celui des Rives du Cher.
Et donc, je pense des situations qui peuvent paraître très différentes, finalement, ont beaucoup en commun. Et peut-être que le plus important, c'est de remettre du service public, du service en général. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille concrètement dans la ville de Tours. Vous avez des exemples des EPL que vous utilisez? Alors oui, un certain nombre. Moi, j'ai la chance d'être présidente de l'IGERIS. Et donc, sur ces réponses fines où on passe d'une pensée un peu macro à vraiment le micro, on a cet exemple de l'IGERIS qui développe une opération avenue Gramont avec de l'habitat inclusif. Donc ici, on s'adresse à des jeunes autistes très intelligents qu'on appelait Asperger, qui ont besoin d'autonomisation, et donc avec des espaces qui sont créés pour eux, pour leur permettre de vivre en autonomie et donc de partir de chez leurs parents. Mais aussi du logement étudiant, et puis on va jusqu'au bout aussi, puisque c'est un autre de nos sujets, et puis ça nous anime pendant tout ce congrès, jusqu'au bout de la question de la transition environnementale, la réponse aux grands défis écologiques, avec un immeuble qui a été complètement refait, qui n'a pas été démoli, mais rénové en faisant la ville sur la ville, avec un étage supplémentaire qui a été mis à ce bâtiment, et puis surtout toute une filière qui se crée autour de ce projet, puisque donc vous parliez de Vinted tout à l'heure. Avec le jetable, l'idée c'est d'aller vraiment sur une filière de recyclage complètement différente, puisque tous les appartements meublés de cette résidence le sont avec du mobilier qui a été appelé surcyclé, avec donc une filière créée, avec des personnes en réinsertion qui, dans une commune voisine, Saint-Paterne-Racan, reprennent ces objets, les retravaillent, se forment aussi, eux, avec des compétences qui sont développées. Et ce mobilier-là, qui est retravaillé plutôt que d'être mis à la benne et jeté, je crois que c'est 57 camions par jour qui sont jetés comme ça de mobilier à Tours, vont avoir un mobilier de qualité, un mobilier qui a une âme, et un logement qui n'est pas meublé de manière très conforme, Ikea, etc., toutes ces marques qu'on connaît. Et donc, voilà, un petit projet comme celui-ci amène beaucoup de choses. Il amène de l'inclusion, parce que c'est un vrai défi. Donc là, pour ces personnes autistes, mais il y a aussi le défi du vieillissement. Il amène une filière de réemploi, et il amène aussi des compétences qui n'existaient pas avant sur le territoire, et une approche qui peut être vraiment vertueuse d'aller vers du réemploi, aller vers une réindustrialisation, dans l'idée d'entrer dans cette transition écologique dont on a besoin. Merci. Jérôme Barrier, sacré défi, cet aménagement. Vous avez dans votre ouvrage beaucoup expliqué cette opposition qu'on a fait ville-campagne, et vous avez, je crois, une idée, une solution pour réconcilier les territoires. Alors, la problématique, effectivement, c'est de faire les constats, comme le fait admirablement Jérôme Fourquet, qui est une source pour les travaux, et puis derrière, effectivement, d'essayer de trouver des solutions. Moi, le constat que je fais, c'est, d'ailleurs, il vient à l'origine de mes premières venues au congrès qui s'appelait à l'époque le congrès des SEM. J'ai vu que c'était devenu le congrès des entrepôts et plateformes logistiques aujourd'hui, et où je constatais, parce qu'à l'époque, je dirigeais une SEM d'aménagement départemental qui intervenait surtout en milieu rural, que la plupart des débats qui avaient lieu au cours du congrès tournaient autour de problématiques purement urbaines. On parlait déjà à l'époque, c'était au siècle dernier, de la reconstruction de la ville sur la ville. Et en tout cas, les sujets qui étaient abordés, des sujets urbains, et ne correspondaient pas aux sujets que moi je rencontrais, qui étaient des sujets de périphérie, des sujets de zones rurales, et qui étaient ceux dans lesquels je travaillais. Et l'objectif de mon livre, c'est de dire ça et d'essayer de trouver la source historique de ce problème-là, que moi je positionne à la fin des années 70, au moment où on a créé le ministère de la Ville, et où dans le même temps on a abandonné l'idée de l'aménagement du territoire, et du coup les zones rurales et les zones périurbaines
dans votre livre, vous décrivez admirablement bien, ont été oubliés. Je ne peux pas le dire autrement. Et donc, l'objet de ce livre, c'est de dire, et la première solution, c'est ça, c'est de prendre conscience du fait qu'on a une particularité française qui est qu'on a un territoire qui est extrêmement vaste, que quand on regarde par rapport aux pays voisins, la densité de population est beaucoup plus faible en France que chez tous nos voisins. Quand je dis beaucoup plus faible, c'est 2 à 6 fois inférieur en France, et que donc la conclusion de ça, c'est qu'on a beaucoup de territoires. Alors quand je dis ça, je partage bien entendu les objectifs d'origine du ZAN, mais je dis attention à la façon, et vous en avez parlé tout à l'heure, attention à la façon dont ça va être adapté à nos territoires et à chacun de nos territoires, puisque souvent, depuis les villes et notamment depuis la capitale, on a une vision un peu uniforme de ce qu'est la ruralité, la province, alors qu'en fait, et c'est une des thèses que je défends dans mon livre, il y a sur chaque territoire, en tout cas ceux que j'ai eu la chance de visiter et ceux dans lesquels j'ai eu la chance de travailler, il y a un véritable génie des territoires qu'il faut apprendre à redécouvrir et sur lequel il faut s'appuyer pour dynamiser les territoires. La géosymbiose, c'est de là que c'est parti aussi. Est-ce que vous pouvez nous Voilà. expliquer votre idée, concept? Voilà, et donc j'ai inventé un néologisme, la géosymbiose. L'idée de géosymbiose, c'est exactement ça, c'est de dire géo, bien sûr, c'est la Terre, et symbiose, c'est ce mécanisme en biologie qui fait que 2 organismes étrangers l'un à l'autre cohabitent et bénéficient l'un à l'autre. Et en fait, historiquement, la ville et la campagne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on remonte à la préhistoire, la ville est en fait un sous-produit de la campagne. La ville, ça a été créé parce que d'abord, il a fallu stocker les surplus agricoles, et donc il a fallu les inventorier, et donc il a fallu les protéger. Et donc on a inventé à la fois l'économie, les fonctions de police, l'armée, etc., et tout ce qui tourne autour de la ville comme un sous-produit de la campagne. Et on a les géographes parlent de hinterland. Le concept de l'hinterland, c'est l'arrière-pays d'un port. Et dans l'idée que le port a besoin de son hinterland et l'hinterland a besoin du port. Et donc c'est ça l'idée de la géosymbiose, c'est de dire il faut arriver dans les mentalités et en pratique, c'est évidemment ça le plus dur, à faire se réconcilier les territoires, ce qui est le thème du livre, pour que, encore une fois, la symbiose, c'est chacun bénéficie à l'autre. Dans l'aménagement du territoire, Jérôme Fourquet, vous l'avez esquissé, il y aura cette question générationnelle. Quels sont les défis pour pouvoir anticiper? On sait qu'aménager un territoire, ça prend du temps. On n'a pas forcément une vision. On a vu que ça bougeait très très vite. Mais cette question générationnelle, elle va peser très lourd dans le débat. Alors, la question générationnelle, on peut l'attraper par différents aspects. J'en touchais 2 mots tout à l'heure. C'est d'abord un sujet majeur, c'est quand même le vieillissement. Je donne juste quelques chiffres. On a parlé tout à l'heure du nombre de magasins de l'enseigne supermarché. Dans le paysage générique de la France contemporaine, il y a l'Intermarché, et pas très loin non plus, il y a l'EHPAD. Il y avait 2500 EHPAD en France au début des années 80, il y en a plus de 7000 aujourd'hui. Ce secteur a défrayé la chronique avec un scandale il y a peu. Mais donc on voit cette question très concrètement du vieillissement, avec aussi, pour les aménageurs que vous êtes, beaucoup de questions sur le maintien à domicile. Bon, d'abord en termes de politique publique, mais c'est un peu moins votre sujet, c'est plus l'État qui pilote ça. Normalement, c'est la question du financement de tout ça. Donc on parle de 4e âge, est-ce qu'on lève davantage de cotisations hautes, parce que ça va coûter quand même énormément cher, avec l'idée qu'on doit avoir en tête, c'est que nous vivons plus vieux, bon, c'est la tarte à la crème, mais ça veut dire aussi qu'arrivé à l'âge de 60 ou 65 ans, il se trouve que de plus en plus de nos concitoyens vont avoir à charge leurs parents âgés qui ne pourront plus rester chez eux et qui vont être dans des structures qui coûtent souvent plus que ce que les pensions de retraite permettent de couvrir. Et donc il y a la retraite de ceux qui y sont, mais il y a aussi la prise en charge des parents plus âgés. Donc ça, en question de financement. Et ensuite, il y a comment on réfléchit aussi dans les villes et les villages au maintien au domicile le plus longtemps possible, avec quelle économie autour. Quand on fait des enquêtes, et c'est bien classique, tous les gens d'un certain âge nous disent le plus tard
je pourrais quitter ma maison ou mon logement, le mieux je me porterai. Donc ça, c'est la demande sociale de base. Et donc c'est comment on fait très concrètement pour avoir eh bien, une nouvelle branche de l'économie qui soit viable, voilà, qui réponde aux besoins et attentes de cette population et qui réponde aussi aux attentes des centaines de milliers de salariés qui sont des salariés invisibles aujourd'hui, qui travaillent dans ces secteurs, qui sont mal payés, mal considérés, et où on a des problèmes de recrutement chroniques. Je disais tout à l'heure, plus personne ne veut servir en terrasse. Je ne vous raconte pas dans ces secteurs-là. Et donc comment on réfléchit collectivement à tout ça, avec des formes peut-être d'innovation urbaine ou autre. Vous parlez d'habitat inclusif, ça vaut pour les personnes porteuses de handicap, ça va vous valoir de plus en plus aussi pour les personnes touchées par le grand âge. Donc ça, c'est un défi majeur qui est devant nous, mais qui recèle aussi énormément d'opportunités, puisqu'il faut inventer quelque part des nouveaux modèles et des nouvelles solutions. Jérôme Barrier, vous avez des exemples d'EPL qui vous ont justement servi à travailler cette symbiose, à travailler aussi peut-être cette question générationnelle ou de réconcilier les territoires? Est-ce que vous êtes appuyé sur des... Oui, alors le gros intérêt, mais ici on en est tous convaincus, mais c'est vrai que le gros intérêt de l'EPL, c'est d'avoir cette souplesse, cette agilité, cette capacité de répondre, de repérer les signaux faibles. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce qui se passe. Et moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup dans les deux EPL que je dirige, dans les tendances récentes. Vous l'avez abordé une seconde tout à l'heure, mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin. C'est que si on regarde sur le temps long l'évolution du rapport des populations avec le lieu où ils habitent et le reste, en fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, on faisait tout chez soi. On ne faisait pas de sport, mais on travaillait chez soi. Les agriculteurs, les artisans travaillaient chez eux. On se recevait chez soi, où il y avait des veillées dans les campagnes, des loisirs donc se passaient chez soi quand il y en avait. Et puis petit à petit, depuis le 19e siècle, on a commencé à sortir, à faire plein de choses à l'extérieur. Et puis avec la crise du Covid, tout d'un coup, on s'est mis à pratiquer le sport chez soi, à travailler chez soi, à faire ses études chez soi. Deliveroo, vous en avez parlé, à prendre ses repas chez soi. Avec les plateformes vidéo, on regarde les films chez soi, on ne va plus au cinéma. Et donc on ne sort plus, on fait tout chez soi. Et ça a un impact évidemment très direct. Et nous, il faut qu'on réagisse très très vite sur la qualité des zones d'habitation qu'on produit pour le compte des collectivités et que derrière, on va revendre à des promoteurs, parce que la demande est en train de changer très très vite. Et donc, pour répondre à votre question, le modèle EPL, il sert vraiment à ça, il sert à être extrêmement réactif sur des évolutions de société. C'est-à-dire que là, en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, une évolution qui s'était passée sur 150 ans, tout d'un coup, elle est totalement inversée. Et donc, il faut s'adapter très vite. Vous avez des exemples concrets sur ce que vous avez pu aménager et qui va dans cette idée-là de... Oui, alors moi je peux donner un exemple concret qui n'est pas en lien avec ce que je viens de raconter, mais on a eu comme beaucoup de territoires, vous en parliez aussi, dans la ville de Toul, donc sur le territoire du Grand Est, la ville de Toul, il y a eu une usine Michelin qui a fermé, donc on est en pleine désindustrialisation. Il faut dire que dans le Grand Est, on est particulièrement verni en matière de friches, parce qu'on a les friches industrielles, et vous avez dit les conséquences que ça avait. On a aussi les friches militaires, qui sont beaucoup plus graves, parce que quand il y a une friche industrielle, certes, ça se passe en mode dégradé, mais les populations continuent à habiter sur place et à consommer sur place. Quand une caserne ferme, c'est tout d'un coup toute la population qui s'en va, et donc les commerces qui sont obligés de fermer. Enfin, vraiment, ça s'arrête de façon extrêmement brutale, et donc les impacts ne sont pas du tout les mêmes. En l'occurrence, il s'agit d'une friche industrielle qui donc a fermé il y a 15 ans, 850 personnes sur le carreau. On l'a oublié d'ailleurs parce qu'il y a eu tellement de choses comme ça qui se sont passées, mais à l'époque ça avait fait la une des journaux, plus personne ne s'en souvient, l'événement chasse l'événement. Et la différence, à Toul, qui n'est pas un endroit spécifiquement attractif ou qui fait rêver, les élus se sont mobilisés, ils ont décidé de prendre la chose en main et de reconvertir le site Michelin. Ils ont eu la très bonne idée de confier l'opération à SEBL Grand Est. Et en l'espace de 8 ans, on a
à la fois entièrement revisité le site, mais on a également recréé 400 emplois sur le site. Donc on n'est pas aux 850 emplois d'il y a 15 ans, mais on est sur la voie. En tout cas, le site est évidemment entièrement redéfini, avec les normes nouvelles, avec cette spécificité sur un site industriel qu'il faut rendre accessible à plusieurs entreprises, un site qui avant était dédié à une seule. Donc ça a évidemment, comme chacun l'imagine, énormément d'impact sur les travaux et sur la nature de la réindustrialisation de la plateforme. Voilà, donc c'est un exemple de capacité qu'ont les EPL à réagir très vite et à produire des résultats rapidement pour s'adapter à un monde dont il faut bien reconnaître qu'il change de plus en plus vite. Marie Quinton, justement, est-ce qu'un des prochains défis, on l'a compris, hein, c'est d'essayer de s'adapter, tout ça, mais est-ce que c'est aussi de rassembler, de co-construire, de trouver une autre manière de travailler comme vous le faites, vous, déjà au quotidien? Alors oui, peut-être je veux bien Bien rebondir sûr, un petit peu allez-y, sur je vous en les prie. défis du vieillissement, parce que c'est un sujet qui forcément nous intéresse beaucoup aussi et auquel il faut bien qu'on réponde. La ville de Tours, nous, on s'est engagé dans une étude très large avec un cofinancement banque de territoire qui avait été opéré par le cabinet Gadji et Broussy, dont un des deux est devenu député depuis, mais avec vraiment une réponse globale. Avec la question de l'accès aux soins, avec la question de l'accessibilité, avec la question de l'adaptation des logements, avec la question aussi de comment on utilise nos EHPAD. Effectivement, aujourd'hui, les EHPA, donc ces établissements pour personnes âgées autonomes, hébergent en fait actuellement des personnes qui sont à un niveau de dépendance pour lesquelles, il y a 10 ans, ils auraient été en EHPAD. Et donc ce glissement-là fait qu'on a aussi des établissements où les gens ne viennent plus et on veut effectivement vieillir à domicile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais surtout, je pense que là, il faut impérativement qu'on s'engage dans une démarche qui soit une démarche un peu de planification et de vision globale, et c'était tout le sens de cette étude-là. Parce qu'autant il y a des changements qu'on peut opérer tout de suite, autant il y en a d'autres qui vont prendre des années. S'il faut travailler, là je sais que l'IGERIS, avec le label Senior Service, il y a une vision qui est portée sur les abords du logement des personnes. Est-ce que, on revient au petit commerce, est-ce qu'en traversant on trouve un petit commerce pas loin où on peut aller? Est-ce qu'on a un banc sur la route? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber en déambulateur? Donc des choses de cet ordre-là, mais il y a effectivement aussi toute la question de l'évolution de nos EHPA EHPAD. Je sais qu'il y a des SEM en région Centre-Val de Loire qui avancent aussi sur ce sujet de l'aide à la personne, donc c'est un champ à investir. Et sur la question du vieillissement notamment, mais comme la planification écologique, je pense qu'on a impérativement besoin de l'économie mixte pour les années à venir, parce que si on ne répond pas, enfin si on n'effectue pas un tournant par rapport à ce tout libéralisme qui a pu avoir lieu sur la question du vieillissement de la population, comme d'autres, on n'aura pas les réponses qu'il faut. Et alors la co-construction là-dedans, oui, je pense que dans ce processus-là de planification pour les seniors, pour l'écologie, si on ne concerte pas, si on ne construit pas avec les habitants, si on ne prend pas des avis, on risque d'avoir des retours en arrière, des décisions qui ne sont pas comprises, des décisions qui ne sont pas acceptées. Si on revient sur le passage des routes à 80 km/h où quasiment tout est repassé à 90, bah ça c'est un petit exemple, mais je pense qu'il est révélateur du fait que pour que des décisions soient acceptées dans un cadre général, un cheminement général de société qui est quand même largement partagé, il faut des jalons et il faut ces étapes où on peut ensemble en parler et prendre des décisions comprises et sur du temps long. L'économie mixte, elle était présente au moment de la reconstruction après-guerre. On a su reconstruire la France après-guerre grâce à cet outil. On ne l'aurait pas fait sans. Il faut qu'on fasse la même chose pour la question de l'écologie, indispensable, et les autres défis, dont celui du vieillissement. Jérôme Barrier, EPL, outil participatif plus que jamais. Oui, vraiment, c'est toujours un bonheur d'entendre des paroles fortes sur les bénéfices de l'économie mixte. Et on est quelques-uns à porter ces paroles depuis très longtemps. Ce serait bien que ce ne soit pas juste entre nous, mais que ça sorte de ces murs pour que ce soit un tout petit peu plus entendu à l'extérieur.
Oui, vraiment. Moi, j'ai découvert l'économie mixte il y a hélas très longtemps, mais vraiment par hasard, comme beaucoup d'entre nous. Et j'en ai découvert toutes les vertus en le pratiquant. Oui, c'est vraiment un... Alors, en restant toujours au service de la décision qui doit être prise au niveau politique, et c'est vraiment un sujet important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter de la matière et de la réflexion et alimenter la décision prise par les élus, mais vraiment, le système ne fonctionne que si, à la fois, on a relativement d'indépendance par rapport au système politique, et en même temps, si on est quand même juste un élément qui permet de nourrir la réflexion. C'est pour ça que, par exemple, chez nous, moi, j'ai énormément insisté pour qu'on travaille beaucoup on apporte des capacités en matière de programmation pour éclairer la décision des élus en amont de la décision. Et j'ai souvent l'habitude de définir notre métier comme étant la professionnalisation du métier de maîtrise d'ouvrage, qui est un métier qui, pour des raisons culturelles, on va pas y revenir, c'est trop compliqué, mais la maîtrise d'ouvrage en France, c'est une notion qui n'est pas comprise. Et pourtant, le rôle de la maîtrise d'ouvrage est vraiment très important. Et notre rôle à nous, c'est à toutes les étapes, en amont, dans la réalisation et de plus en plus en aval, d'accompagner les collectivités et de professionnaliser cette mission essentielle de maîtrise d'ouvrage. Jérôme Fourquet, juste rapidement quelques mots. Est-ce que pour vous, cette hybridation, on en a parlé hier, des EPL, est l'une des solutions pour réconcilier et pour réussir à, en tout cas, on va dire, limiter ce clivage? Rapidement. Oui. Alors, ça a cette vertu-là, ça en a une autre. Et je reviens encore une fois à la crise du Covid. Les Français, c'est culturel, quand il y a un gros choc, c'est d'abord vers l'État qu'on se tourne. Et donc on peut considérer que la crise du Covid a fonctionné comme un espèce d'énorme crash test de l'État central. Et beaucoup de Français ont tiré les conclusions que le crash test avait été moyennement réussi et que, par ailleurs, face à l'ampleur des défis qui sont les nôtres, transition écologique ou autre, aujourd'hui, l'État était quelque part un peu, l'État central, pas loin d'être au taquet de ce qu'il avait à faire et qu'on aurait besoin de toutes les énergies, de toutes les forces pour tirer dans le même sens. Et le modèle hybride que vous représentez peut être une des solutions pour justement fédérer et embarquer, on disait jadis, les forces vives, toutes les forces vives dans la même direction. Donc, si on délègue tout à l'État, on voit qu'en termes de délai, en termes de bureaucratisation, vous parliez tout à l'heure de la réactivité. Bon, on a créé les ARS pour être plus près du terrain. Je pense que le diagnostic a été fait sur les ARS. Donc voilà. Et donc, la forme très originale que vous incarnez, je pense qu'elle est plus que jamais adaptée, sans flagornerie, aux défis. Vous parliez de la reconstruction. Quelque part, on est à un tournant là et on se dit, bon, si c'est le tout marché ou le tout étatique, on voit les limites. Et le mixte a sans doute toute une série de vertus. Marie Caton, pour terminer. Allez-y, je vous en prie, allez-y, ça fait du bien. Marie Caton, pour terminer, ces EPL et les prochains défis, si vous aviez un défi en particulier et une réponse EPL, ce serait lesquels? Cette réconciliation. C'est une question difficile. Je rejoins ce qui a été dit à l'instant sur la question qu'on ne peut pas rester dans un schéma où on a l'État et une myriade d'individus. Il faut absolument des corps intermédiaires et des choses qui puissent organiser cette société à tous les échelons, et donc avec des SEM et des SPL présentes. Et donc votre question, redites-moi. C'était de savoir si les EPL étaient les outils de la réconciliation aussi, quelque part. Oui. Et ben voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment à tous les trois. Je rappelle les lectures scènes, La France sous nos yeux et Réconcilier les territoires. Vous êtes, messieurs, en signature dédicace à 13h45 au stand de la Fédération. Merci infiniment.